Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains. C'est ma nouvelle obsession. Mais dans la pop. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les mains dans la pop. Moi c'est Audrey, je suis solo dans le studio aujourd'hui parce que Kumbis nous parle depuis Bruxelles. Est-ce que ça va Kumbis ? Je vais bien, j'ai été opérée de la thyroïde, donc si j'ai une voix un peu grave et suave, c'est pour ça, mais à part ça, je vais très bien. Et toi Audrey ? Ça va super, j'espère que ta voix et ta gorge vont pouvoir fonctionner correctement pendant tout l'épisode. Cette semaine, on va parler de plein de choses, on va notamment parler de la fascination pour les grands, entre gros guillemets, grands hommes à l'occasion de la sortie de Napoléon par Ridley Scott. On va parler aussi de P. Diddy, d'Angela Davis, du nouvel album d'André 3000. Alors on va commencer par attribuer les lauriers et les bonnets d'âne avec les winners et losers de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser ? C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Oui, Audrey, mon loser de la semaine est Diddy. De son vrai nom, Sean Combs. En fait, il se fait appeler Diddy, Puff Daddy, Puffy ou encore P. Diddy. C'est l'un des rappeurs les plus influents et riches du monde. On lui doit des tubes assez iconiques comme I Need a Girl, I'll Be Missing You, Last Night, Bad Boys for Life. Mais ici, comme on ne sépare pas l'homme de l'artiste, on lui doit surtout un scandale qui nous a donné envie de vomir toute la semaine. Donc, je vous explique. Le 16 novembre, la chanteuse et mannequin Cassie, qui s'appelle Cassandra Aventura de son vrai nom, a déposé une plainte contre son ancien compagnon, Diddy, pour violences sexuelles, psychologiques, viol, comportement déviant. Et la plainte a scandalisé les réseaux sociaux. Est-ce que Audrey, tu avais entendu parler de ça ? Je pense que oui. Ouais, j'ai vu plein de trucs passer sur les réseaux sociaux. Et t'as été choquée d'apprendre ou c'est dit encore un autre homme riche qui est vraiment un salopard ? Oui, non, pas du tout. un autre homme connu qui continue dans toute impunité. Non, j'ai pas été très, très étonnée, non. Non, moi non plus. Et du coup, certains ont demandé, bien sûr, pourquoi Cassie a attendu aussi longtemps, mais beaucoup ont apporté leur soutien à la chanteuse et des amoureux des théories du complot et autres misogynes n'ont même pas eu le temps de tweeter que l'affaire était déjà réglée. Donc on vous explique, en fait la plainte a été déposée le 16 novembre et le 17 novembre ils ont trouvé un accord à l'amiable. Donc en fait l'avocat de Diddy a laissé entendre que Cassie ne fait ça que pour l'argent, je vous cite, au cours de ces 6 derniers mois, Monsieur Combs a été soumis à la demande insistante pour $30 millions de Madame Ventura sous la menace d'écrire un livre préjudiciable sur leur relation, ce qui a été rejeté sans équivoque comme un chantage flagrant. Bien qu'elle ait retiré sa menace initiale, Madame Ventura a maintenant recours à une action en justice truffée de mensonges infondés et scandaleux. Et bien sûr, l'avocat de Cassie a dit que c'était totalement faux et que Diddy a tout fait pour qu'elle ne porte pas plainte. Et je le cite, Monsieur Combs a proposé à Madame Ventura une somme à 8 chiffres pour la faire taire et l'empêcher d'intenter cette action en justice. Elle a rejeté ses efforts et a décidé de donner une voix à toutes les femmes qui souffrent en silence. Donc Madame Ventura doit être félicitée pour son courage et bien sûr qu'on la félicite parce qu'on sait comment les femmes qui osent parler et porter plainte contre des hommes riches et célèbres sont traitées par la société. Et d'ailleurs plus tard là on va parler de cancel culture, donc là on voudrait juste dire merci à Cassie, on la croit, on est avec toi et du coup j'ai dû enlever plein de chansons que j'adorais de Diddy de mon répertoire, mais je suis contente. Okay. Et toi, t'as un loser, t'as un winner, j'espère que t'as quelqu'un un peu chouette et excitant. Ah non, désolée, j'allais enchaîner sur un truc négatif. Ah ok, d'accord. J'allais enchaîner sur un loser. En gros, moi, je voulais parler des chiffres catastrophiques soulevés par la journée de souvenirs trans. C'est le TDOR qui a eu lieu le 20 novembre dernier et je voulais aussi parler de la montée de la transphobie un peu partout dans le monde. En gros, la journée de souvenirs trans, elle a eu lieu notamment à Paris, place Baudoyer dans le 4e arrondissement. Et je vais juste vous lire un petit extrait de ce qu'a dit le Front Transfemme et Acceptez, qui sont des associations. Partout dans le monde, des personnes sont assassinées parce qu'elles sont trans. Elles sont aussi poussées au suicide, enfermées, expulsées et abandonnées face à la pauvreté et aux épidémies. Le TDOR, c'est l'occasion de faire vivre la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus là. Faire vivre cette mémoire, c'est nous donner de la force pour construire nos luttes. Et donc, en gros, pendant cette journée de commémoration, il y a eu des lectures de textes, des prises de parole, notamment de mères d'enfants trans qui se sont donné la mort. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé d'addiction et de toutes les difficultés administratives ou autres. En fait, tous les facteurs qui participent à la détérioration de la santé mentale des personnes trans, à leur décès et aussi à leur meurtre. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Morgan Noam
que vous devriez suivre d'ailleurs sur les réseaux, qui sur son compte partage beaucoup de choses à propos de la transphobie. Et sur son compte Instagram, il nous dit « Nous souffrons du regard porté sur les transidentités. Nous ne sommes pas coincés dans le mauvais corps, mais piégés dans la manière étroite que la société a de percevoir nos corps, toujours plus sexualisés, toujours plus mégenrés, et cela nous tue. » Donc j'ai trouvé ça hyper fort comme message. Et il a aussi partagé des chiffres alarmants à l'occasion de cette journée. Par exemple, plus de 300 personnes trans et non-binaires ont été tuées cette année en lien direct avec leur identité, donc c'est énorme. Ce sont des meurtres qui touchent particulièrement les personnes à l'intersection de plusieurs oppressions. Par exemple, 94% des personnes trans tuées, c'était des femmes ou des personnes transféminines, et 80% des personnes trans tuées, c'était des personnes racisées. Donc on voit bien que c'est des facteurs aggravants. Sachant aussi que ces chiffres-là sont probablement plus élevés en réalité parce que y a certains meurtres qui sont pas catégorisés comme anti-trans alors qu'ils le sont. Il y a certains pays qui recensent pas les meurtres transphobes. Oui. Et puis il y a aussi les suicides qui sont pas pris en compte dans tout ça et qui pourtant sont souvent le fait en fait de la transphobie. Et je trouvais important de partager ces chiffres-là parce qu'il y a un pic d'actes transphobes et de lois transphobes partout dans le monde. Donc voilà, pour moi, en gros, les losers, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu la société. Est-ce que Kumbis, tu veux enchaîner avec un truc un peu plus positif, en fait, winner ou c'est une pas winneuse? vraiment positif, mais c'est quand même une petite lumière dans l'obscurité, en fait. Ma winneuse de la semaine, la journaliste palestinienne Hind Houdari. En fait, donc je suis, comme beaucoup de gens, je pense, depuis le 7 octobre, donc l'attaque du Hamas, tout ce qui se passe à Gaza. Et donc pour un rappel, il y a eu 1200 morts côté israélien et côté palestinien, il y a eu plus de 11 000 morts et 6 000 disparus à Gaza. Et je pense que ça fait beaucoup de chiffres et j'ai l'impression que pour la plupart des gens, la guerre, c'est surtout des chiffres. En fait, on regarde notre journal télévisé et ils font un reportage qui parle un peu de la situation entre deux autres reportages qui ont rien à voir et ça nous rend un peu le conflit immatériel et lointain. On peut être triste, on peut être outré parfois, on se dit qu'est-ce que font les politiques, mais on saisit rarement ce que signifie être en guerre parce que la plupart du temps et depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, les pays occidentaux font la guerre dans les pays lointains. Donc on a rarement eu des guerres sur notre sol, à part depuis l'Ukraine du coup, mais encore une fois pour moi, je sais pas pour toi Audrey, mais la guerre en Ukraine pour moi c'est un peu lointain. Et en plus de ça, il y a aussi la règle du meurtre au kilomètre qui fait qu'on ne sont pas concernés par les millions de morts au Congo ou les millions de réfugiés au Sud-Soudan. Et je pense que des personnes comme Hind Houdari donc sont indispensables parce que Hind du coup t'es une journaliste qui vient de Gaza, qui habite à Gaza et qui a décidé de rester à Gaza malgré le danger de mort imminent et perpétuel pour documenter l'horreur, la famine, les bombardements au jour le jour. Du coup sur sa bio Twitter, elle a écrit j'écris ce que je vois et ce que je ressens et ça nous rappelle en fait que la guerre ce n'est pas que des statistiques, ce sont des femmes, des enfants, des hommes qui avaient une vie, un entourage, qui les aimaient, des rêves, des passions et qui sont morts pour des enjeux politiques, économiques qui ne les concernent souvent pas. Ça nous rappelle que derrière les images de corps sans vie, il y a des gens qui enterrent leurs proches dans des fosses communes, faute de moyens et de temps chaque jour. Et depuis plus d'un mois, il y a des femmes qui n'ont pas de protection hygiénique, il y a des gens qui ne sont pas lavés les dents, qui n'ont pas eu accès à l'eau potable, il y a des bébés prématurés qui n'ont plus d'aide respiratoire parce que le matériel hospitalier est détruit. Et donc j'aimerais juste qu'on se souvienne que la guerre, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des gens qui vivent l'horreur au jour le jour et ce sont des gens comme Hind et comme plein d'autres journalistes et d'autres influenceurs qui sont restés là-bas qui nous permettent de nous rappeler que la guerre n'est pas seulement un bon sujet d'article ou de reportage. Merci. Et je suis aussi une journaliste qui est sur place, qui habite aussi là-bas et qui s'appelle Bizane. Oui. Je sais pas si tu vois qui c'est. Enfin, il y a plein de journalistes comme ça qui continuent de nous informer au quotidien. Donc, si vous pouvez aller les suivre. C'est vraiment vital. Ouais. Et moi, j'enchaîne aussi avec une winneuse qui est Angela Davis. J'ai pu la voir dimanche 19 novembre au Théâtre de la Ville. C'était dans le cadre du Festival d'automne où elle a donné une conférence en fait sur le rapport entre l'art et le militantisme et un petit peu la politique mondiale. Et je me suis dit c'est l'occasion de reparler de son travail militant, de ses livres, etc. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, Angela Davis, c'est une figure phare du Black Feminism. Elle est militante du mouvement américain des droits civiques. Elle était aussi membre du mouvement Black Panthers Party. Elle est écrivaine. Et puis donc, dimanche 19 novembre, il y a eu cette conversation avec l'historienne de l'art contemporain Elvan Zabouyan. C'était une conférence qui était gratuite. Elle a répondu à plein de questions du public. Elle a pris le temps de rencontrer les gens, donc j'ai trouvé ça super cool. Et puis donc, c'était une discussion qui faisait suite à un dialogue que les deux femmes avaient eu
en 2020, donc il y a 3 ans, à propos du lien entre les arts et la situation politique mondiale. Et donc, pendant cette longue conversation qui a duré à peu près 2 heures, elle a parlé du fait de pouvoir s'appuyer sur ses propres épaules, enfin ses épaules, et sur celles des gens qui nous ont précédés, qui ont lutté avant nous, pour que nous, on puisse lutter aujourd'hui. Parler du pouvoir de l'art, qui permet notamment de faire surgir des impressions, des sentiments, avant même de pouvoir en parler. Par exemple, elle disait, l'art est précurseur, en fait, de plein de sujets qui n'ont même pas encore été théorisés. Elle a parlé aussi de comment le blues a permis aux femmes noires à l'époque de s'exprimer sur les nouvelles libertés qu'elles avaient, notamment la liberté d'aimer, la liberté sexuelle, avec bien sûr toutes les oppressions cis, hétéro-patriarcales que ça amène. Elle a parlé aussi de sa propre incarcération et par extension de son travail autour de l'abolition du système carcéral. Elle a aussi également parlé de la situation en Palestine et du fait qu'il s'agissait de la plus grande prison à ciel ouvert. Elle a exprimé son soutien contre le génocide en cours. Et puis, je me suis dit que voilà, moi, c'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée. D'ailleurs, avec des membres de ma chorale, on leur a chanté un petit bout d'une chanson sur la liberté. Donc, c'était hyper touchant. Et je me suis dit que c'était l'occasion, voilà, d'en parler et l'occasion de la relire, notamment lire son livre Femmes, race et classe, qui parle de comment ces 3 aspects sont liés et se croisent. Aussi, il y a un livre qui s'appelle Blues et féminisme noir, qui est super intéressant, ou encore La prison est-elle obsolète, qui parle du coup du système carcéral. Et si jamais vous n'avez pas pu être à Paris pour cette conférence, il y a la rediffusion de toute la conférence sur la chaîne YouTube et la page Facebook du Théâtre de la Ville de Paris. Voilà. Et mais d'ailleurs, tu sais, en parlant de Angela Davis, j'ai vu quelques extraits d'une émission, je pense que c'était France Inter, où elle était invitée, et on parlait du fait que la France a décidé de changer un lycée à son nom pour l'appeler Rosa Parks parce qu'il trouvait qu'elle était trop militante. Et après, du coup, Angela Davis, elle a dit c'est parce que la France ne connaît pas Rosa Parks, et elle a dit que Rosa Parks était aussi extrême qu'elle. Et j'ai l'impression qu'en fait, quand les gens militants meurent, on essaye un peu d'adoucir leur combat. Et c'est le cas notamment de Rosa Parks, ou même de Nina Simone, ou alors de Martin Luther King, qui étaient vraiment des gens engagés, que ce soit sur la Palestine, que ce soit sur le racisme, voilà, sur tout ça. Complètement. D'ailleurs, Martin Luther King, qu'on avait qualifié de terroriste à l'époque. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pose ça là. Merci beaucoup. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Alors, cette semaine, on va vous parler d'une figure controversée, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que mercredi 22 novembre, donc hier, est sorti le biopic de Napoléon par le réalisateur Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Et du coup, à l'occasion de la sortie du film, on s'est posé plein de questions, et notamment on s'est demandé pourquoi un tel engouement en fait, pourquoi on se fascine toujours par ces hommes-là, par ces parcours de soi-disant grands hommes qui sont très problématiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le film, on l'a pas encore vu, mais on a lu des critiques, on a fait nos recherches, et apparemment ça ne serait pas une glorification d'un grand homme de l'histoire. Le film montrerait Napoléon terrifié, anxieux, colérique, aveuglé par son ego fragile. Alors, peut-être, mais pour moi c'est quand même un énième film, une énième mise en avant d'un personnage déplorable de l'histoire. Et il y a des historiens et historiennes qui même déplorent des inexactitudes historiques qui participent à sa glorification dans le film. Par exemple, rien que la phrase en fait qui est sur l'affiche du film, qui dit « il vient de rien, il est parti de rien et il a tout conquis », ça veut tout dire, et c'est un peu le thème central du film. Et puis c'est faux, parce qu'apparemment il venait quand même d'un milieu relativement privilégié. Donc voilà, on va faire un petit même topo. s'il n'est de rien, que t'étais un salopard au final, on s'en fiche en fait. Oui, c'est ça. Il aurait dû rester rien en fait, c'est ça qu'on voulait de base. En fait. C'est vrai. Du coup, on s'est posé plein de questions, et moi je voulais juste revenir sur qui était Napoléon et pourquoi est-ce qu'il a été adulé. J'ai noté dans mes notes pourquoi qui était Napoléon, pourquoi c'est une merde et pourquoi il est adulé. Bref. Alors Napoléon, il est né à Ajaccio en Corse en 1769. Il est issu d'une famille noble. Il a été consul, puis empereur, et puis parmi les institutions qui ont émergé dans son règne, il y a notamment le Sénat, le Conseil d'État, le système d'enseignement supérieur, le Code civil, le Code pénal et la Cour des comptes. Alors il y a un énorme héritage, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est adulé, mais par exemple le Code civil, ça a été beaucoup critiqué, parce que par exemple ce Code civil plaçait les femmes
femmes en position d'infériorité par rapport aux hommes. Toutes les lois en fait qui ont été publiées en 1804, elles stipulent que les femmes sont soumises à l'autorité de leur mari. Il y a un peu plus progressiste. Et puis notamment, il a rétabli quand même l'esclavage dans les colonies françaises en 1802, après qu'il ait été aboli pendant la Révolution française. C'est lui aussi qui, pendant les révoltes qui ont éclaté dans les colonies caribéennes au 19e siècle, c'est lui qui a déclenché une répression vraiment sanglante qui a coûté la vie à 100 000 personnes, dont 70% étaient des personnes noires. Et puis, il a aussi interdit le mariage entre noirs et blancs. Il a interdit l'entrée de, je cite, tout noir, mulâtre ou personne de couleur sur le continent français. Et puis, il est aussi à l'origine de mesures discriminatoires qui mettent fin à l'émancipation des Juifs. Bon, j'en passe parce qu'il y a un sacré palmarès. Franchement, il a une liste, voilà. Un palmarès de saloperie, quoi. Voilà, donc c'était pas vraiment un héros, pas du tout même. C'était vraiment un meurtrier de masse, en fait. Et pourtant, ce tyran est vénéré comme une figure emblématique, notamment en France. Ça serait d'ailleurs la figure historique la plus représentée au cinéma. D'après le magazine La Croix, il a été représenté plus de 700 fois au cinéma. Et comme je disais, il est adulé, surtout en France. Je sais pas si tu te rappelles, mais le président français Emmanuel Macron a commémoré les 200 ans de la mort de Napoléon en 2021. Oui, je me souviens, ça a fait un scandale un peu. Et en fait, il a qualifié les décisions horribles de Napoléon d'erreur. C'est un petit euphémisme. Oui. Et il a également salué le génie militaire de Napoléon. Donc évidemment, comme tu le disais, c'était très controversé. Commémorer, ça peut être bien, mais célébrer, ça veut dire qu'on glorifie quand même un personnage dont je viens d'énumérer les exploits qui ne sont pas très glorieux. Si on peut choisir de commémorer quelqu'un, malgré tous les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qu'il a pu commettre, alors que même ces actes en eux-mêmes sont des crimes contre l'humanité, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est ça, parce que moi je me dis, est-ce que d'ici 50 ans, on va commémorer Hitler en disant ok, c'est un salopard, mais il a quand même fait avancer l'industrie automobile, tu vois ce que je veux dire? Je me dis, en fait, non, en fait, si maintenant ce qu'il a fait de mal est plus choquant que ce qu'il a fait de bien, faudrait pas en parler. Je pense qu'il faudrait juste dire oui, on lui doit le code civil, point, tu vois? Oui, de là faire une commémoration, c'est autre chose, je trouve aussi. Et donc, on s'est demandé d'où vient cette espèce d'adoration pour ce personnage. J'ai un petit peu fouillé, il y a énormément de raisons. J'ai vu qu'il y avait à l'époque une énorme imagerie qui a joué un rôle, en fait, dans les journaux, les brochures, les pièces de théâtre, les peintures, qui d'ailleurs étaient souvent commandées par lui-même, qui sont parues. Moi, j'ai un truc à dire. Je sais qu'il était petit, donc est-ce que tu penses que, un peu comme Sarkozy, qui se fait plus grand dans les photos quand il est pris en photo avec sa femme, est-ce que tu penses qu'il se dessinait plus grand? Oui, non seulement il se dessinait plus grand, mais en plus les peintures du coup qui ont été commandées un peu fin 1799, début 1800, en fait le représentaient en héros, vraiment en sauveur, limite à l'image du Christ, quoi. C'était des images par exemple qui dépeignaient l'armée française décimée par la peste, et puis t'avais Napoléon qui arrivait un peu comme un sauveur, baigné de lumière, parfois avec, tu sais, le doigt un peu tendu vers le peuple, vraiment à l'image du Christ, quoi. Donc il y avait vraiment toute une imagerie autour de ça qui a sûrement participé à son adulation. Et je pense que sa glorification, elle est due à plein de facteurs différents, mais aussi le nationalisme, la mémoire historique qui est clairement sélective. En fait, les gens choisissent de se concentrer, comme tu disais tout à l'heure, sur certains aspects de ce personnage-là et minimisent et ignorent aussi d'autres aspects beaucoup plus négatifs du personnage, quoi. Enfin, ça sert aussi, je pense, cette glorification à des objectifs politiques, forcément, parce que, voilà, comme je disais, c'est vraiment un symbole du nationalisme français. Donc voilà, et moi je me suis demandé, du coup, pourquoi est-ce qu'on adule tous ces grands hommes de l'histoire? Pourquoi cette fascination pour tous ces hommes horribles? Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un énorme engouement en fait pour tout ce qui est historique et pour toutes les séries historiques bourrées d'inexactitudes. Je sais pas si par exemple tu connais les Tudors, The Crown. Et surtout là, je vois que tu parles de Vikings, parce que moi c'est une série que j'avoue que j'ai adorée, mais en fait on se rend pas compte que les Vikings étaient déjà des voleurs de terre et souvent des violeurs. Ils violaient les gens qui trouvaient là-bas, ils les tuaient, et j'ai l'impression que tu vois la série nous fait voir un peu les Vikings comme genre des explorateurs gentils qui ont beaucoup de valeurs familiales. D'ailleurs, quand tu parlais du nationalisme, du coup, les Vikings sont aussi un grand symbole de tous les mouvements nationalistes et du coup nazis. Mais qu'est-ce que t'aimes, par exemple, toi, dans la série Vikings? Mais je trouve que le mec, il est trop beau, en fait. Il est beau, il est sexy, tu vois. Il a ce côté un peu blond sale qui vient d'Australie, mais en fait, c'est un Norvégien, tu vois. Tout ça, quoi.
C'est juste ça. Parce que s'il avait été moche, j'aurais pas regardé. Moi, je suis le genre de fille qui, quand le mec est beau, bon, ça passe, tu vois. Ok, d'accord. J'avoue. Ils t'ont eu comme ça, alors. Et il y a aussi plein de biopics, plein de films sur plein de figures historiques controversées qui sont parus. Par exemple, sur César, là, on l'a vu, Napoléon, De Gaulle, Roosevelt, etc. J'en passe. Et en fait, derrière toute cette adulation qu'on retrouve du coup dans la pop culture, il y a une vision idéalisée de la masculinité, de la virilité et du pouvoir avec tous les clichés qui s'y rattachent. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les jeux vidéo, dans plein de choses de la culture. Et là, tu parlais des Vikings, mais il y a aussi l'image des gladiateurs avec le film justement de Ridley Scott aussi, qui est sorti en 2000, Gladiator, et qui a participé à populariser la figure du gladiateur avec le personnage de Maximus, qui vraiment reprend tout l'archétype du héros masculin viril. C'est ça, c'est vraiment ma femme, mon épée, ma terre. C'est vraiment ça, quoi. Slogan du prochain film. D'ailleurs, Ridley Scott va commencer le tournage de Gladiator 2 en 2024. Donc, on voit que vraiment, il y a un engouement et ça n'en finit pas, quoi. Et il y a plein d'autres figures comme ça, hors Napoléon. Il y a par exemple Christophe Colomb, qui, il y a pas longtemps, il y avait un débat autour de sa canonisation. Il y avait des gens qui voulaient le canoniser. Christophe Colomb, entre gros guillemets, explorateur, ou plutôt colon, il porte bien son nom, qui n'a rien découvert du tout d'ailleurs. Il y a même un jour férié aux États-Unis qui lui est dédié. Donc on voit vraiment que toutes ces figures historiques masculines, blanches, avec vraiment des passés quand on fouille, ou même quand on fouille pas d'ailleurs, qui sont pas du tout glorieux, sont encore aujourd'hui adulés. Et on dit souvent en fait qu'il faut se souvenir du passé pour pas le répéter, et je trouve ça bien. Mais quand le passé est déformé pour correspondre à des idéologies oppressives, ou que certaines figures problématiques sont glorifiées, pour moi là ça pose problème. Enfin, j'imagine que tu es d'accord. Comme tu l'as dit, tu vois, à l'époque Martin Luther King était traité de terroriste, tu vois. Donc c'est un truc que Booba dit dans une chanson. Booba, c'est pas un exemple à suivre, mais bon, il dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vraiment ça en fait. Donc je pense que l'histoire est change tant qu'elle nous arrange, tu vois. Donc voilà, c'est faut, même quand on dit se souvenir de l'histoire, de la vraie histoire, vérifier ses sources, vérifier qui parle. Et souvent je dis un truc à mes sœurs, je dis à qui profite le crime. Donc voilà, savoir qui parle et d'où ça vient. Ouais, grave. Et puis au-delà de prôner le fait de juste devoir se rappeler, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont faits pour justement manipuler un peu cette mémoire collective, comme tu le disais tout à l'heure, et la fabriquer, la déformer en faveur de ce que les sociétés veulent montrer d'elles-mêmes. Par exemple, je sais pas pour toi, mais enfin j'imagine que c'est la même chose, mais dans mes cours d'histoire, les parties sombres de la France, elles étaient survolées, complètement twistées, puis on passe 1000 ans sur les victoires. C'est vraiment quand j'ai grandi que j'ai su que la France a eu vraiment un rôle actif dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'avant c'était genre en mode, nous les Belges on était vraiment neutres, donc on faisait rien, mais ils étaient vraiment très actifs, tu vois, et on a l'impression qu'il y avait vraiment les méchants et les gentils, et que les héros c'était Churchill, tout ça, et j'ai appris les trucs sur Churchill, c'était un salopard aussi, tu vois. Donc ouais, et on montrait dans les Japonais comme les gens horribles, mais en fait je pense qu'il y avait des monstres des deux côtés, et que l'histoire n'est pas toute blanche ni toute noire, c'est vraiment des zones de gris et de pluvieux et de merde en fait. Donc voilà. C'est poétique ce que tu dis, Kumbis. Ouais. Et en fait, je me dis, en glorifiant tous ces hommes blancs, l'idée que les hommes blancs, justement, sont les gardiens de l'autorité intellectuelle, c'est un peu ça qui ressort. Et il y a une glorification excessive de tous ces personnages historiques qui fait qu'on néglige leur politique horrible, quoi, comme ce qu'on vient de dire, quoi. Tu vois, donc du coup, quand tu parles de personnages horribles, nous, on est belges, et je me souviens, dans les années 2014, 2015, tout ça, il y avait plein de débats parce que il y avait tout un collectif congolais qui voulait qu'on déboulonne, du coup, la statue de Léopold II. Donc Léopold II, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un roi belge, et il a fait beaucoup de merde au Congo. Il a même été jugé l'une des colonies et l'inquisiteur les plus violents de l'histoire, et franchement il faut le faire pour pouvoir avoir ce titre-là. Et du coup en fait en 2015 il voulait faire une petite commémoration autour de la statue, et les gens ont dit no way en fait. Pourquoi en fait? Et donc pour vous rappeler un peu ce qu'il a fait, je cite le Nouvel Obs qui dit en fait au tournant du XXe siècle, la presse internationale relève tous les crimes
qui ont été commis au Congo par l'administration belge du roi Léopold II. C'est entre 1885 et 1908 et il y a eu des massacres immenses. Ils ont coupé des mains des gens qui ne ramenaient pas assez de caoutchouc. Ils ont rasé des villages entiers. Et voilà, il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, il y a eu tout ce qui était le plus horrible dans la colonisation. Et il y a quand même des gens, dont Émeric Lamotte, qui était en 2015 du coup conseiller municipal à Woluwe-Saint-Pierre, c'est comme un arrondissement de Bruxelles, et avocat, qui a été en fait choqué qu'on puisse dire que le roi bâtisseur qui est Léopold II était quelqu'un de mauvais en fait. Et donc il a commencé à réécrire l'histoire concrètement en disant qu'en fait ce n'était pas du tout un génocidaire, qu'il a quand même libéré le peuple congolais de l'esclavage arabe, que les mains coupées n'étaient qu'un mythe et en fait il faut remettre la politique coloniale dans ce contexte et plein d'autres conneries. Donc voilà, pour te dire encore une fois que l'histoire en fait oublie le mal et glorifie les hommes, surtout quand ils sont blancs et qu'ils ont rapporté de la thune à leur pays en fait. Et tout ça, je pense, c'est vraiment une histoire de thune à la fin en fait. Je pense. Toujours. Always. Et là, tu parles de déboulonnement et en réponse en fait à toute cette glorification et déformation de l'histoire, il y a eu ces déboulonnements de statues. Je voulais faire un petit point là-dessus. Il y a eu pas mal d'appels à déboulonner les statues après et lors des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd en 2020. Aux États-Unis notamment, et un petit peu partout dans le monde, et notamment aussi aux Antilles, où il y a des statues des figures confédérées, de colons, d'esclavagistes qui ont été endommagées ou retirées. Et il y a plein de gens qui se sont offusqués en disant que ce serait effacer l'histoire que d'enlever ces statues-là, qu'elles étaient là pour nous rappeler l'histoire. Encore toujours la même excuse. Mais les statues, en fait, c'est quand même, une statue quand même, juste qu'on revienne quand même à l'essentiel, une statue dans l'espace public, c'est clairement une glorification et en plus, il n'y a pas souvent de contexte historique autour de ces statues. Si maintenant, il y avait au moins une pancarte qui disait « Ce mec est un salopard, mais il est important, donc on le laisse là. » Même pas ça, tu vois. Je sais pas si tu vois dans les maintenant, sur Walt Disney, il y a plein de films, dont par exemple Aladdin. Au début, ils disent ce film est rempli de clichés racistes, tout ça. Et au lieu de supprimer l'œuvre, on aimerait en parler. C'est un petit détail, mais qui fait tout, tu vois. Au lieu de juste dire oui, on était raciste, mais c'était en 1903 et c'était un peu normal, non, tu vois. Vraiment apprendre de ses erreurs, dire oui, c'était mal et oui, à l'époque, on aurait dû être révolté, mais on l'a pas fait, mais maintenant, on aimerait bien le faire. Et je comprends pourquoi c'est aussi dur de le faire, en fait. Mais surtout que pour moi, se rappeler de l'histoire, il y a d'autres moyens de se rappeler de l'histoire plutôt que de mettre des statues de ces personnes-là dans l'espace public. On peut par exemple réformer les cours d'histoire pour qu'ils soient un peu plus accurate. Il y a aussi la réparation. Il y a aussi arrêter de donner des noms de racistes aux rues et stations de métro, de censurer, comme on le disait tout à l'heure, certains noms de figures militantes comme Angela Davis. On parlait du lycée tout à l'heure. Enfin, en fait, les statues, ces statues-là, elles glorifient des personnes qui ont perpétué notamment l'esclavage ou plein d'autres trucs. Donc, il y a d'autres choses à faire pour se rappeler de l'histoire. Donc, voilà. Pour moi, en fait, parce que souvent c'est aussi un autre argument des personnes qui sont contre, le déboulonnage, etc. Une grande figure, c'est pas forcément une bonne personne, certes. Mais en fait, si on entretient toute cette vision, cette glorification et cette vision non critique des personnages historiques, on crée en fait des espèces d'archétypes de héros qui sont complètement détachés de la réalité et aussi complètement détachés de l'éthique et de tout ce qu'on a appris de l'histoire, quoi. Et je pense qu'il y a une différence entre apprécier des exploits ponctuels, des réalisations de tous ces personnages, et puis complètement twister la réalité, remplacer la personne qui a vraiment existé dans nos esprits par une version complètement idolâtrée et whitewashed. Et je pense que ce serait bien aussi de remplacer ces personnes-là qui sont sur des piédestaux par des personnes qui mériteraient davantage d'être connues, des personnes dont on parle pas assez souvent, des femmes par exemple. Et surtout, tu vois, parce que souvent on dit oui, mais c'est qu'un film, mais le problème, c'est comme tu as dit, c'est que la vérité n'est rétablie nulle part, et surtout pas à l'école ni dans les journaux. Donc en soi, c'est le film qui reste et c'est l'idée et l'imaginaire collectif qui reste du mec, et donc on se dit c'est un mec bien en fait, tu vois. C'est vraiment ça. Et
tu voulais nous parler d'une trend. Ouais, c'est ça. Du coup, en TikTok. parlant de grands hommes et de remixage d'histoire, il y a on doit vous parler de la trend TikTok qui s'appelle Roman Empire, donc l'Empire romain. En fait, en septembre, tout le monde ne parlait que de ça. En fait, les hommes, à ce qui paraît, les hommes adultes et surtout les hommes blancs penseraient constamment à l'Empire romain. Donc, en fait, ça a commencé sur Instagram. Donc, c'est une trend TikTok a commencé sur Instagram avec le Reels. Donc, c'est une vidéo courte pour les gens qui ne sont pas Insta-friendly d'un mec qui s'appelle Gaius Flavius. Je pense que c'est un faux nom aussi, je pense. Et en fait, il a écrit un texte qui dit « Ladies, vous ne réalisez pas à quel point les hommes pensent souvent à l'Empire romain. Demandez à votre mari, copain, frère ou père et vous serez surprise de leur réponse. » Donc, en fait, il y a eu un déferlement de femmes qui ont filmé leurs mecs ou les hommes de leur vie en leur demandant combien de fois tu penses à l'Empire romain par jour, par mois. Et on était choqués. En fait, les hommes pensent beaucoup à l'Empire romain et ils disent en fait que c'est une fascination. Ils disent que parce que c'était une belle époque, il y avait les gladiateurs et bien sûr ils enlèvent tout le côté esclavagiste, tout le côté femme soumise, tout ça. Et pour eux, c'était vraiment genre une des périodes où l'homme était le plus viril et le plus honoré de l'histoire. Et du coup, on aimerait savoir pourquoi les hommes sont autant fascinés par les périodes sexistes et problématiques et pourquoi l'Empire romain surtout. Ouais, moi j'avais vu cette trend sur TikTok et j'étais hyper intriguée. Je me dis comment ça, l'Empire romain? Pourquoi est-ce qu'on penserait quotidiennement à l'Empire romain? J'ai trouvé ça trop bizarre et en fouillant du coup, j'ai compris pourquoi. Parce que vraiment, effectivement, j'ai regardé les vidéos et il y a apparemment énormément d'hommes qui penseraient à l'Empire romain. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi. Et en fait, c'est une fascination qui date pas d'hier et ce serait propre notamment à la droite et à l'extrême droite, ou en tout cas aux valeurs qui y sont rattachées. Ouais. Et j'ai lu un article de Vox qui datait de 2019, qui a été écrit par le journaliste Sean Healing. Et en fait, où il explique que les masculinistes et la droite sur Internet font vraiment beaucoup de références en fait à la Grèce et à la Rome antique. Et en fait, c'est toute une fascination pour la culture spartiate, pour les philosophes stoïciens, les penseurs comme Aristote et Platon. Et c'est une croyance que toute cette culture grecque, romaine ancienne, ça serait le fondement de la civilisation occidentale et que ces cultures seraient l'apanage des hommes blancs. Alors leur but, c'est pas juste en fait de célébrer les cultures anciennes par pur amour de l'histoire. Enfin, en fouillant un peu, en lisant plein d'articles, je me suis rendu compte que c'était surtout de consolider en fait tout un récit de l'histoire qui, comme tu le disais, glorifie le patriarcat, la suprématie blanche, un petit peu pour mettre des bâtons dans les roues de toute forme de progressisme qu'on peut voir aujourd'hui. Donc en gros, ils sont pas contents parce que voilà, on parle de transphobie, on parle d'égalité entre les genres, etc. Et du coup, il y a cette espèce de retour en fait à des valeurs anciennes et ça passe notamment par l'Empire romain. Et donc dans cet article-là de Vox, il y a Donna Zuckerberg qui est autrice du livre Not All Dead White Men, Classics and Misogyny in the Digital Age. Je traduis, pas tous les hommes blancs morts, les grands classiques et la misogynie de l'ère digitale. Et donc, elle dit, Donna Zuckerberg, la célébration de la civilisation occidentale est en réalité une façon de célébrer les réalisations culturelles des hommes blancs. Il considère la Grèce et la Rome antique comme le point de départ de cette idée imaginaire de la civilisation occidentale. En gros, l'histoire sert de prétexte pour glorifier la masculinité et la blancheur. Ils se tournent vers le monde antique, en fait, pour trouver la confirmation de leurs idéaux, de leur vision biaisée du monde. Et ils veulent modeler l'avenir des États-Unis. Alors, je parle des États-Unis parce que cette trend, elle est... ouais, qu'elle vient de là-bas. Elle est vraiment forte, en fait, aux États-Unis. En fait, ils veulent un peu modeler l'avenir des États-Unis en se tournant vers ces anciennes cultures pour y trouver des modèles qui renforcent un peu leurs idéaux, leurs attentes. À savoir, du coup, l'idée que les hommes seraient naturellement dominants, plus rationnels que les femmes, qui seraient, elles, émotionnelles. Il y a aussi la figure du mâle alpha. Et il y a plein d'arguments aussi en faveur du racisme, de la colonisation. Enfin, c'est tout cet imaginaire-là, en fait, qui est rattaché à la Rome antique. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils oublient qu'en fait, à cette époque-là, il y avait que les riches qui vivaient bien. Eux, la plupart des racistes aujourd'hui auraient été des pauvres pesants, tu vois, des gens qui mangeraient du pain rassis et du lait pourri, en fait, tu vois. Ils croient trop qu'ils allaient vivre dans les beaux, dans les belles maisons
tout ça. Non, t'aurais été esclave et tu serais morte dans l'arène, en fait, et tout. Bah, y a toujours cette déformation de la réalité pour en fait fitter ce qui t'arrange aujourd'hui, quoi. C'est un peu comme tu disais. Une fois que c'est des gens morts, tu t'adoucis un petit peu tout, tu modifies un petit peu tout pour que ça corresponde à tes valeurs, tes idéaux, tes attentes, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tellement peur des progressistes qui seraient en train de créer une société décadente et multiculturelle, bah en fait, qui vouent un espèce de culte à ces cultures occidentales anciennes qui, selon eux, serait vraiment un modèle supérieur, mais surtout un modèle raciste et patriarcal, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, parlons un peu des femmes pour changer, parce que là, on a parlé beaucoup des hommes. Et du coup, vous savez, ce qui est chouette avec les trends d'Internet, c'est que ça crée des nouvelles trends. Et du coup, après les 2 milliards de vues qu'a rassemblé le hashtag Roman Empire, les femmes sur TikTok se sont demandé quelle était la version féminine de l'Empire romain. Et leurs réponses sont vraiment ce qui se fait de mieux en termes de pop culture. Donc, il y a la princesse Diana, le procès des sorcières de Salem, le lip sync de Tom Holland sur Umbrella. Je sais pas si vous avez l'image en tête, mais c'est là où on a vu la première fois Zendaya et Tom Holland ensemble. Et en fait, il est habillé en sexy, en mini-jupe en cuir, et il danse sous la pluie et du coup, il se prend pour Rihanna. Donc, c'est vraiment un moment de la pop culture. Et à ce qui paraît, les femmes pensent aussi beaucoup à leurs meilleures amies, mais pour des trucs un peu plus tristes, terre à terre et proches du coup des réalités des femmes, quand les hommes pensent à la guerre et à la puissance, les femmes pensent souvent à leur mort et à leur enlèvement. Donc voilà, en fait, l'empire romain des femmes, c'est soit des trucs très cool, soit des trucs très tristes et très du coup quotidiens, parce que oui, les hommes font peur. D'ailleurs, ça me fait penser à une interaction sur Twitter où un mec avait dit « Ok, d'accord, vous n'aimez pas les hommes, mais si on n'était pas là, qui vous protégerait ?» Et les femmes ont toutes répondu, mais nous protéger de qui du coup, parce que vous serez plus là, oui, donc en soi, on n'a pas besoin de protection. Donc voilà. Ouais. Et toi, ce serait quoi ton Roman Empire? Moi, franchement, ce serait le film des Spice Girls. J'aime trop. Et tout le temps, je ressors des petites citations comme quand on pose une question super obvious à Jerry et qu'elle dit est-ce que le pape est catholique? Et après, tout le monde est scandalisé. Donc voilà. Et toi, c'est quoi ton Roman Empire? Franchement, j'en sais rien, je dirais. C'est nul, hein. Mais je suis vraiment une personne à chat. Genre, je pense que c'est les chats. J'y pense quand même assez souvent. Coup, tu marches et tu repenses c'est à quand même un peu plus mignon que... Hein, qu'est-ce que t'as dit? Tout d'un coup, tu marches et tu te dis ah oui, ce chat que j'ai vu à côté du... Mais oui, à côté littéralement. Du bar, mais c'est quand même un peu plus mignon que l'Empire romain, quoi. Ok, d'accord. Ok. Mon Roman Empire, franchement, c'est mon fils, faut arrêter, ouais. Il ne quitte jamais mon esprit, donc voilà, en bien ou en mal. Et ouais, donc, il y a toute cette adoration, en fait, de ce passé et aussi, de ces figures, en fait, masculines du passé. Et même encore aujourd'hui, en fait, il y a toujours cette adoration pour des hommes blancs qui sont très, controversés, problématiques. Il y a la glorification de Napoléon, qui, on peut le dire, est pas si différente, au final, de celle des serial killers, puisque lui-même, c'est un gros meurtrier, comme par exemple Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, qui ont fait l'objet de plein de séries, de films, de livres. Alors que la famille des victimes ont demandé d'arrêter quand même. Hein. Ouais. Donc il y a toujours cette glorification de personnages vraiment pas glorieux, quoi. Et en fait, je sais pas si tu sais, mais il y a un biopic en préparation sur Elon Musk. Non, c'est horrible, je vais jamais le voir. Même s'il me restait 30 cents sur Terre et qu'on m'offrait 1 million pour le voir, non, là j'irai le voir. Mais franchement, il faudrait vraiment me porter pour aller au cinéma. Ouais, c'est un film qui va être réalisé par Darren Aronofsky, qui est connu pour ses longs métrages, notamment Black Swan et Requiem for a Dream. Et donc, du coup, Elon Musk, milliardaire sexiste, qui a récemment déclaré que les comptes des utilisateurs sur Twitter qui affichent les termes comme décolonisation ou alors le slogan de la rivière à la mer en soutien à la Palestine ou, je cite, d'autres euphémismes similaires qui impliquent un génocide, seraient suspendus sur Twitter. Et donc, cette personne-là va avoir un biopic. Et puis, il y a aussi Johnny Depp, qui est accusé d'agression sexuelle et de violence conjugale, qui est toujours égérie de Dior. Enfin, je sais pas si t'as d'autres personnes en tête, mais la liste est très longue. Mais même Brad Pitt, qui a eu, il y a eu l'histoire comme quoi il
il frapperait Angelina Jolie et ses enfants, et il est toujours là, il est invité partout, parce qu'il met des jupes sur les tapis rouges, tout le monde pense que c'est un mec hyper, tu vois, révolutionnaire, donc ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, on peut vraiment dire que la cancel culture n'existe pas pour les hommes, et surtout quand ils sont riches et blancs. Donc, comme je vous disais au début de l'épisode, en fait, quand Casey a parlé de son agression pour porter plainte contre Diddy, tout le monde s'est dit, pourquoi maintenant? Si c'était aussi horrible, pourquoi l'attendre aussi longtemps? Parce que déjà, en fait, ça se pose pas comme question, mais on sait comment les hommes protègent les autres hommes violents, et comment la société réduit au silence les femmes qui osent parler, que ce soit Amber Heard, dont tout le monde dit qu'elle est folle ou que c'est une menteuse, que ce soit Megan Thee Stallion, que tout le monde n'a pas cru pendant des années, jusqu'à ce que son agresseur, qui s'appelle Tory Lanez, a été incarcéré, ou même Angelina Jolie et Casey. Donc voilà. Et je pense que tu peux être d'accord sur le fait que on voit rarement un homme qui a été accusé de viol, d'agression sexuelle, payer pour ses crimes. D'ailleurs, j'ai vu un tweet d'une tweetos qui s'appelle Earth Stan. En fait, elle a fait un thread sur une quinzaine d'hommes riches et célèbres qui vivent leur meilleure vie alors qu'ils ont été accusés d'agression sexuelle, et dont certains ont reconnu qu'ils avaient bien agressé sexuellement la femme en question, dont Cristiano Ronaldo, le footballeur. Il y avait Sean Penn, il y avait Boy George, il y avait Chuck Berry, il y avait Jack Nicholson, c'est tous des gens qui sont encore adulés aujourd'hui, qu'on aime, qu'on respecte en plus dans les milieux où ils évoluent, alors qu'ils ont été reconnus coupables d'agression sexuelle, de viol et voire plus. Ouais, donc cancel culture à deux vitesses. Ouais. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il faut peut-être donner plus de visibilité à des figures un peu plus cool quand même. Ouais, c'est ça. Et même pourquoi attendre que les gens soient morts pour faire des films sur eux? Je sais pas, il y a des gens hyper cool qui sont vivants et qui ont besoin de force, en fait. Et je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Napoléon, et qu'on s'en fiche de savoir qu'il était anxieux et qu'il faisait les proutes avant le discours, tu vois, on s'en fiche. Je sais pas. Et moi, je pense que franchement, il y a tellement de figures tellement chouettes, que ce soit des natifs américains, que ce soit des natifs africains, qui ont vraiment changé l'histoire du continent, dont on pourrait parler. Et il y en a marre, en fait, des trucs sur les hommes occidentaux dont on s'en fout. En plus, ils étaient moches de base, en fait. Voilà. Ils étaient pas à ton goût, du coup, tu vas pas regarder. Non, je vais pas regarder. Le mot de la fin, pour moi, ce serait, franchement, ce n'est pas parce que c'est en 4K que c'est bien. Voilà. Vraiment, tu nous sors que des punchlines. Ouais, je jure. Je vais arrêter le journalisme, mais je vais me lancer dans le rap. Parce que les rappeurs aussi sont problématiques, donc voilà. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, ma chronique amoureuse parle de la force des mots. Donc je vois plein d'influenceuses anglophones pour l'instant parler du Lucky Girl Syndrome. Est-ce que tu sais de quoi ça parle, Audrey? Lucky Girl Syndrome. Je pourrais deviner, mais vas-y, dis-moi. En fait, ce sont les femmes qui sont heureuses et chanceuses. Donc, ce sont les femmes, genre, quand t'arrives au magasin, la caisse s'ouvre et t'es la première à pouvoir payer. La pluie s'arrête quand tu sors de chez toi. Au restaurant, tu as droit au dernier plat du jour et tout ça. Et on pourrait croire qu'en fait, c'est une coïncidence, mais non. Aujourd'hui, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, des femmes prônent en fait une vie qui attirerait le Lucky Girl Syndrome. En fait, ça s'appelle il faut penser positif. C'est vraiment ça. Tu parles positif et tout ce qui arrive dans ta vie sera bien, et même si ce n'est pas bien tout de suite, ça veut dire que quelque chose de mieux arrive plus tard. Le Lucky Girl Syndrome, en fait, c'est le syndrome de la fille chanceuse pour les gens qui ne sont toujours pas bilingues, c'est un peu la honte, mais bon, est basé sur la loi de l'hypothèse qui dit que tout ce que nous supposons être vrai deviendra vrai. Certains parlent aussi du coup du pouvoir de la manifestation positive et de la loi de l'attraction. Donc le magazine belge Le Soir nous apprend que la loi de l'attraction est reliée à la pensée nouvelle, qui est un ancien courant de pensée religieux devenu un courant un peu plus contemporain. Donc en fait, il regroupe tout un truc de croyances mystiques, de la métaphysique, de la pensée positive, et ça va jusqu'au pouvoir personnel. Du coup, selon les adeptes de la pensée positive, cette technique permettrait d'attirer des expériences et des opportunités positives grâce à l'énergie de nos pensées qui sont en fait de l'énergie pure. Donc en fait, je pense des choses qui vont bien arriver, et comme l'énergie que je donne au monde est renvoyée sous forme d'énergie, ça peut améliorer ma santé, mon compte en banque, ma vie sexuelle, ma vie sociale, tout ça en gros. Est-ce que tu y crois, Audrey? En fait, j'y crois dans une certaine mesure. Enfin,
si t'as déjà un minimum de privilèges, évidemment, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent quand tu penses positivement, mais en fait, va dire ça aux gens qui se prennent des bombes sur la gueule toute la journée. C'est vraiment ça, ouais. Enfin, et qui prient toute la journée. D'ailleurs, plusieurs experts disent en fait que le Lucky Girl Syndrome, en fait, c'est juste le privilège syndrome, en fait. C'est bien sûr, c'est facile d'être plus heureux quand tu as une Bentley et de l'eau courante et tu vois, et un lit sans punaise de lit, tu vois. Donc c'est vraiment un truc qui existe bien sûr, parce que moi personnellement, je pense que c'est cool et important de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais bien sûr, nous sommes des personnes privilégiées, il faut le dire. Bah oui. Comme tu as dit, quand tu es dans un camp de concentration ou dans un camp de réfugiés, c'est difficile de se dire allez, aujourd'hui ça va aller. Non, tu vois. Et je pense que du coup ça pousse en fait, tu vois, genre c'est un peu du pas du victim shaming, mais genre tu vois, les gens qui sont tristes, ben c'est du shaming d'eux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ta faute, quoi. D'ailleurs, et oui, en parlant du coup de gens tristes, je sais pas si tu sais, mais en fait, ce qui marche vraiment sur les réseaux aujourd'hui, c'est les émotions poussées à l'extrême. Donc, les gens veulent soit suivre des femmes, bien sûr, parce que, encore une fois, l'émotion dans notre imaginaire collectif est un domaine de femmes. Ils veulent soit suivre des femmes qui sont super heureuses, soit super tristes. Et là, on parle de sad fishing, en fait. Est-ce que tu sais c'est quoi ? Bah, c'est les gens qui font semblant d'être tristes. Ouais, bah t'as vraiment raison. En fait, c'est un terme qui a été inventé par la journaliste Rebecca Red. Et en fait, c'est un phénomène qui est né avec les réseaux sociaux. Et ce sont les gens, en fait, qui veulent susciter des réactions et des commentaires sympathiques en publiant des histoires et des images tristes. Et donc, les influenceurs qui sont habitués à partager leur vie au quotidien mettraient en scène leur tristesse, que ce soit leur divorce, leur maladie, tout ça, pour susciter l'engagement déjà de vue et aussi pour jouer la carte de l'authenticité. Donc voilà, et le mot de la fin, c'est les mots sont importants et donc tout ce que vous renvoyez dans l'univers revient vers vous. Donc soyez gentils avec vos enfants, la fille qui prend le bus avec vous. Et aussi un truc que j'aime pas, je trouve qu'il devrait arrêter, c'est si vous voyez que le bus est vide, asseyez-vous à côté de personne. Voilà. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un truc qui me répile. Donc voilà. Il y a plein de places, pourquoi tu es après de moi ? Enfin, je comprends pas, mais voilà. Merci, Koumi. Ouais. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. Cette semaine, je vais vous parler du nouvel album d'André 3000 du groupe Outkast, dans lequel, au lieu de rapper, tel un troubadour, il a décidé de jouer de la flûte. L'album s'appelle New Blue Sun et c'est le premier album solo d'André 3000 qui est sorti chez Epic Records le 17 novembre dernier. Alors pour rappel, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, André 3000, c'est donc du coup de son vrai nom André Benjamin. J'essaie de le faire un peu avec l'accent. C'est une icône du rap des années 2000, fondateur et membre du groupe Outkast. Donc par exemple, je sais pas si vous connaissez les titres Aya ou Mrs. Jackson. Il est aussi membre de la Dungeon Family, notamment les titres connus Follow the Light et On and On and On. Et c'est aussi l'ex de la chanteuse Erykah Badu. Et donc, il y a eu une grosse attente à l'annonce de la sortie de son album, parce que ça faisait 17 ans qu'il avait rien sorti. J'ai vu pas mal de mèmes passer, notamment des mèmes qui représentaient des femmes qui twerkent sur de la flûte. Oui, et moi, j'ai aussi vu, même à l'époque, je sais pas si t'as vu, c'était Lizzo qui faisait de la flûte et Megan Thee Stallion qui twerkait. Tu te souviens? Voilà. Ouais. Et en fait, voilà, donc il a fait un album où il joue de la flûte, comme je disais tout à l'heure. Il s'en fout un peu de répondre aux attentes du public et surtout de l'industrie musicale. Tout le monde l'attendait sur un album de rap. Il s'est dit non, fuck it. Il s'est concentré un peu sur ses envies créatives, sur sa liberté artistique. Et moi, je pense qu'on peut prendre exemple sur lui quand c'est possible, parce que je trouve ça cool. Je le cite, il a dit « Parfois, j'ai le sentiment que je sonnerais faux en rappant. Je n'ai rien à raconter de cette façon-là. J'ai 48 ans. De là à dire que l'âge détermine les sujets qu'on peut aborder dans le rap, non. Mais en fait, si, un peu. » Et du coup, il enchaîne sa citation en disant « Et ce qui se passe dans ma vie, bon, franchement, de quoi parle-t-on ? Il faut que j'aille faire ma coloscopie. Le sujet de votre prochain rap, je vois de moins en moins bien. » Enfin, tu vois, en gros, il essaie de dire que les sujets à son âge qu'il peut aborder, c'est des trucs un peu à propos de sa santé, à propos de, j'imagine que il a un quotidien un peu plus plan-plan qu'à l'époque, et du coup, il s'est dit, je vais faire ce que je veux, je vais jouer de la flûte. Et donc, c'est un album entièrement instrumental, qu'on peut un peu qualifier, je pense, d'ambiante, avec des influences un peu jazz. Et le magazine Rolling Stone le qualifie de souffle dansant frais, parce qu'il y a un côté un peu spirituel.
seul. Et puis dans l'album, il y a une grosse part à l'improvisation et à la musique électronique expérimentale. Et d'ailleurs, l'album est affublé d'un autocollant avec écrit Warnings, No Bars, donc traduction, avertissement. Il n'y aura pas de punchline. Et la première chanson de l'album, avec un titre assez long, s'appelle I Swear, I really wanted to make a rap album, but this is really the way the wind blew me this time. En gros, je jure, je voulais vraiment faire un album de rap, mais c'est littéralement la façon dont le vent un peu m'a poussé, le vent a tourné. Et en gros, il explique que il a été un peu porté par son imagination, quoi. Enfin, il s'est un peu laissé aller. Et dans l'album, il y a des longs titres, je sais pas si t'as regardé un petit peu les titres qu'il peut y avoir. C'est des titres à rallonge, à prendre un petit peu au second degré. En fait, c'est un peu des signes que cet album, c'est avant tout un peu un symbole de légèreté, de plaisir, pas forcément à prendre hyper au pied de la lettre et au sérieux. Et je trouve que le magazine Rolling Stone en parle bien, donc je vais citer le magazine Rolling Stone qui dit bien que la presse relie New Blue Sun au minimalisme organique de Laraji et au jazz spirituel d'Alice Coltrane, dans la pratique, c'est plutôt la musique rêveuse et semi-organique de compositeurs comme John Hassell ou Steve Roach, des paysages imaginés où l'électronique cosmique s'en mêle euphoriquement avec divers checkers, roseaux et bâtons de pluie. Donc voilà, je trouvais que c'était joliment dit. En gros, c'est un album assez relaxant. Il est accompagné par d'autres musiciens, notamment le percussionniste Carlos Nino, le guitariste Nate Mercero et la claviériste Surya Botofacina. Et moi, personnellement, j'adore écouter de l'ambiance et du jazz. Pour créer surtout, ou alors quand je me balade. Et pour moi, c'est un peu une toile de fond pour imaginer plein de choses. Ça fait du bien, ça relaxe. Ouais, et je trouve qu'on en a un petit peu besoin ces temps-ci. Et j'ai lu quelque part que c'est un album plus symbolique qu'autre chose, parce que voilà, c'est un musicien multi-récompensé qui s'est mis un peu dans une situation artistique vulnérable, parce que c'est quand même un choix audacieux pour un rappeur de faire un album à la flûte. Et du coup, je trouve ça cool, voilà. Donc, allez l'écouter et puis dites-nous si ça vous a plu. Voilà, c'est la fin de cet épisode. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 2 semaines avec Mao. D'ici là, relaxez-vous en écoutant, pourquoi pas, le dernier album d'André 3000. Donnez de la force aux figures historiques féminines pour contrebalancer la glorification de connards racistes et misogynes et puis continuer à vous mobiliser contre les injustices sociales, contre les génocides, et puis on se retrouve bientôt. Gros bisous! Bisous, à bientôt! Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Audrey Coupé de Kermadec et Kumbi Soploï, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Théo et Livio à Artistic Palace et par Thibaut à Audiofréquence à Bruxelles. Directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Mathilde Jonin, assistante de production Lila Bordelais.